Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 28 septembre. Au sommaire aujourd'hui, on vous parle de la plus grosse tradition de la région, c'est bien entendu la des Alpes qui sera de retour ce 30 septembre. On en parle avec vous, Michel Badan, bonjour. Bonjour. Tout est prêt? Les vaches sont prêtes à partir sur le top départ. Elles sont dans les starting blocks. On va voir ça tout à l'heure en votre compagnie, en compagnie également d'Alexandre sur le terrain. Notre invité sportif, Jérôme Darbre, bonjour. Bonjour Andrea. Vous connaissez d'ailleurs très bien la des Alpes, vous m'avez dit. Chaque année, c'est une tradition pour le BBC qui a son stand sur place. Alors, c'est une tradition pour le BBC depuis l'année passée. Donc, ça sera la deuxième saison où il y sera. Moi, je connais bien la des Alpes parce que je connais bien Michel aussi, en dehors du sport et du travail. Donc, non, la des Alpes, c'est une vraie tradition pour moi. Et puis, maintenant, depuis 2 ans, pour le BBC. Je ne sais pas ce que vous en pensez à la maison, mais plutôt sympa. Vous voyez, finalement, tout le monde dans notre région qui se mobilise pour ces traditions. On va parler avec vous, Jérôme Darbre, de la nouvelle saison du BBC et savoir quels sont les changements et les stratégies pour cette saison. Et puis, on finira en musique avec vous, Carlos Bertin. Bonjour. Bonjour. On est ravis de vous avoir. Vous êtes venu accompagné du prolongement de votre corps, un instrument particulier historique, parce que vous avez reçu un prix, le prix de la Fondation Lénard. C'est que vous êtes professeur à l'AEDA Léman, une école qu'on connaît très bien dans la région, puisqu'elle est basée à Gland. À tout de suite, merci d'être en notre compagnie. Alexandre, donc, où est-ce que tu es aujourd'hui ? Eh bien, dans un chalet d'alpage, Andrea. Regarde, je suis au chalet de l'Archette, c'est juste au-dessus de Saint-Sergue. Et donc, ici, eh bien, ce chalet qui appartient à la commune de Nyon, eh bien, chaque année, c'est la famille Chamba qui est basée à Dhuillé, qui le loue pour faire monter ses vaches. Alors, regarde, je suis en compagnie de Vincent. Bonjour, Vincent. Bonjour. Voilà, qui est avec 2 petits veaux. Regarde, voilà, des petits veaux qui sont là. Et alors, les vaches, elles sont derrière, je ne sais pas si tu les vois, ça fait un peu petit, mais les vaches, c'est bon. Elles sont là, elles broutent encore pour les quelques jours qui leur restent eh bien, les bonnes herbes du Jura et se préparent aussi à la des Alpes. On va parler de tout ça justement avec Vincent. Ouais, à tout de suite Alexandre, mais reste en ligne parce qu'on va tout de suite te redonner la parole. Michel, vous connaissez évidemment très bien les lieux, mais j'aimerais parler de un petit peu votre fonction parce que vous vous êtes présenté à nous en tant que responsable des amodiataires. Ça veut dire quoi exactement cette histoire ? Concrètement, ça veut dire que c'est moi, durant la saison, qui ai les contacts. Les amodiataires, c'est donc les propriétaires de bétail qui sont sur ces chalets d'alpage. Alors, durant la saison, j'ai des contacts avec eux, on regarde l'évolution, on fait le programme justement pour la journée de la des Alpes. L'année passée, saison très difficile au niveau météo. On a pu compter sur 6 troupeaux quand même. Donc c'est vous le chef d'orchestre quelque part de cette fête, c'est vous qui donnez le top départ à tous les troupeaux. Alors on va revenir d'ici quelques instants en plateau, mais je propose justement qu'on voie à l'image comment cette des Alpes s'organise et on t'accompagne Alexandre, c'est parti. Oui, regarde, moi je suis en compagnie d'une jeune genisse là, Violetta. Voilà, qui est là, et donc qui appartient à la famille Chamba. Et puis alors, tu vois la particularité, les petits veaux que tu as vus avant, Andrea, ils ont 2 semaines, là, 2-3 semaines, hein, Vincent, c'est ça? Exactement. Ils sont nés ici à l'alpage. Ils sont nés la semaine passée, il y a 2 semaines, ouais. D'accord. Bon alors, il y a combien de vaches qui viennent ici à l'alpage chaque été? Alors, on a un troupeau qui est composé de 25 vaches, et puis on a toujours 5-6 veaux, des veaux de l'hiver, qui viennent pâturer aussi ici. Alors, la saison d'alpage, elle commence en général, hein, c'est à la fin mai, début juin, quelque chose comme ça. Rappelez-nous un petit peu, pourquoi est-ce qu'on amène les vaches, les agriculteurs de la région, là, du district Nyon, amènent les vaches en haut, dans les montagnes, à l'alpage? C'est quoi cette saison d'alpage? Alors, on profite des alpages du Jura, où il y a de la belle herbe, pour pouvoir monter les vaches. Et puis, les vaches entretiennent le paysage, entretiennent cet équilibre entre l'herbe et puis la forêt, les sapins. Et on profite de cette herbe pour faire du foin en bas pendant cette période. Et cette herbe, elle donne justement une saveur aussi particulière au lait. Hein. Ah bien sûr, quand c'est de l'herbe fraîche, quand elles sont tout le temps à l'herbe, c'est sûr que c'est le top pour les vaches et puis pour nous, pour déguster le lait. Ouais, alors, que du lait ou est-ce que le but après, c'est de transformer ce lait en fromage pour vous? Ça se passe comment? Alors, pour nous, pour l'instant, le lait est exclusivement livré aux laiteries réunies de Genève. Ouais. Et peut-être dans quelques années, ce serait un joli projet de pouvoir transformer notre lait en fromage. Ouais, voilà, transformer le lait d'alpage. Donc, en fromage, Vincent, j'aimerais savoir comment ça s'est passé cette saison-là d'alpage, cet été, parce qu'il a fait très chaud, il a fait très sec. Quelles conséquences pour les agriculteurs que vous êtes et puis pour les vaches et pour leur lait?
Alors, l'été avait bien commencé. On a eu un magnifique printemps. Le mois de mai était magnifique. Ça a commencé tôt, en fait. Ça a commencé très l'alpage. tôt. On est monté de bonne heure. Et puis après, on a eu ces fortes chaleurs au mois de juillet, août. Et puis là, pour les vaches, pour l'herbe, c'était un été qui s'est quand même un peu gâté. Et puis maintenant, on a eu 2-3 précipitations début septembre. Et puis on finit la dernière semaine avec le grand soleil. Ça fait du bien au moral des vaches et aussi du berger. Ouais, alors du berger. Alors, on va l'appeler. Où est-ce qu'il est parti, le berger? Ah, il arrive. Voilà, regarde Vincent qui court au chalet pour le faire venir. Voilà, monsieur le berger, venez seulement. Voilà, merci. Merci d'être avec nous. Bah oui, alors Andrea, parce que il faut préciser ça, Vincent. C'est que vous continuez à travailler à la ferme à Duillet, mais ici à l'alpage, tout l'été, eh bien, il y a vous, monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, quel est votre nom? Jörg. Alors, Jörg, bonjour. Enchanté. Vous êtes là alors tout l'été, vous êtes le berger, vous êtes le tenancier de ce chalet, vous vous occupez des vaches. Comment ça s'est passé pour vous cet été? Pour moi, c'est bien passé, c'est vite passé. Ouais. C'est seulement, on a eu le problème au printemps, l'herbe a poussé trop vite, puis après, les vaches ne mangent pas tous. Maintenant, on a eu l'herbe vieille. Oui. Ça, c'est dur, elle n'aime pas manger ça, puis c'est le lait qui aussi baisse. Ah ouais, donc le lait, la qualité du lait a effectivement baissé. Mais j'aimerais savoir, vous êtes là tout seul, tout l'été? C'est pas trop dur d'être tout seul dans ce chalet d'alpage? Non, ici on n'est pas tout seul. C'est un chemin pour randonner, puis on a toujours un peu les gens. Puis puis vous aimez ça, sinon vous ne feriez pas ça. Oui, puis on est au village à 10 minutes. Ça, non, ici, on n'est pas tout seul. Voilà, au-dessus du village de Saint-Cergue. Dernière question, j'aimerais vous poser, Jörg, c'est que j'ai entendu dire que les bergers dormaient mal, parfois, parce qu'ils étaient inquiets, qu'il y ait peut-être les problèmes avec le loup, qu'il y ait des loups qui viennent là. Est-ce que vous avez ressenti cette peur cet été? Oui, on a peur, parce que l'année passée, il y a des loups dans la région, puis oui, ça c'est... Alors, je sais qu'il n'y a pas eu de souci avec vos vaches ici cet été, mais c'est vrai que ça complique les nuits, effectivement. Ouais. Bon, merci beaucoup. Vous vous réjouissez de la des Alpes, là? Vous allez défiler aussi? Oui. Bon. Samedi, c'est la fête. Voilà, samedi, c'est la fête. Vincent, c'est vrai, samedi, c'est la fête. Et regarde, Andrea, voilà, les décorations. Alors, ça a des noms particuliers en plus. Moi, je ne connaissais pas du tout les noms de ces décorations, Vincent. Ouais, alors là, on a un toupin. C'est une cloche qui est faite pour les grandes occasions, pour les fêtes. On les reçoit, des fois on se les offre. Et puis, c'est toujours des jolis souvenirs pour des grandes occasions. Donc, ces grosses cloches et puis à côté, un sapin décoré. C'est votre famille en plus qui a œuvré pour ça. Oui, alors c'est toute la famille et puis aussi des amis de la famille qui ont aidé à faire les décorations, à aider ma tante, mes cousines, moi-même. Et puis, on les a préparés pour samedi. Pour les accrocher à ces vaches, voilà, que tu vois derrière moi, à ce chalet de l'Archette, donc au-dessus de Saint-Cergue. Vincent, merci beaucoup. Je sais que la des Alpes, c'est important. Vous avez les yeux qui brillent quand vous dites « Ah, mais ça y est, c'est là ». C'est un moment que vous attendez énormément, en fait. Oui, c'est sûr. C'est depuis le début du mois de septembre, on compte les jours, on se réjouit que les vaches redescendent. Et puis, c'est depuis tout enfant où on se réjouissait de pouvoir aider à la des Alpes, de pouvoir donner un coup de main et puis pouvoir défiler dans Saint-Cergue. C'est toujours des jolis moments. Ouais. Donc, défiler, faire cette grande fête et puis retrouver les vaches à la ferme aussi. Voilà. Ouais, alors, pour avoir le contact avec l'animal. Ouais, le berger s'en est très bien occupé pendant les 4 mois. Ouais. Et puis, maintenant, on se réjouit de les avoir de nouveau pour nous, nos chéris. Et voilà, les petites chéries qui vont du coup défiler donc ce samedi à Saint-Cergue. De la famille Chamba à Duillet avec ses belles décorations. Voilà, je profite encore du grand air, Andrea. Ouais, profite. Mais par contre, il va falloir t'entraîner un petit peu au métier. Avec Michel, on a remarqué au plateau, comme tu as appelé ce berger, c'était Monsieur le berger. Ça s'appelle pas comme ça, un berger, Alexandre. Il faut crier un petit peu, donner du coffre, tu sauras. Ah bon, on l'appelle comment alors? Michel, petit exemple, comment on appelle Monsieur le berger dans la montagne? C'est le berger.
Le berger, mais on crie un peu plus, non? Ah bah, il faut, surtout Kjurg est un petit peu sourd. Donc, Bon, très bien Michel. On est ravis en tout cas de vous avoir pour parler de cette fête de la des Alpes, de parler de tout cet univers, du métier aussi d'agriculteur. On a entendu Alexandre qui a parlé notamment de cet été avec sa période de sécheresse, le loup qui a beaucoup inquiété. J'aimerais savoir, vous qui êtes au contact de tous ces finalement éleveurs, comment ils se portent aujourd'hui dans notre région? Est-ce qu'ils vont bien, ils sont en bonne santé, ils sont inquiets? C'est quoi le sentiment que vous avez justement en étant en contact avec eux? disons, eux sont très bien et ils adorent la saison d'estivage, mais c'est vrai que le loup a amené un paramètre où le bétail est plus tendu, les bergers aussi, tout le monde est un petit peu anxieux. Cette année, ça s'est mieux passé, on en a moins eu dans la région, mais c'est quand même un paramètre qui fait que c'est une tension supplémentaire. Oui, par rapport à cette sécheresse dont on a également parlé, Alexandre, est-ce qu'aujourd'hui, ça a un impact sur cette fête traditionnelle de la des Alpes? Parce qu'elle a toujours eu lieu d'être, ok, on parle des traditions, mais est-ce que finalement on ne devrait pas la faire peut-être plus tôt, plus tard, je ne sais pas, la changer en termes de temporalité? Nous, on espère que non. Et puis bon, tous les médiateurs, même Vincent, qui est content de voir redescendre les vaches, il est content aussi si elles peuvent tenir assez longtemps. Et puis oui, la des Alpes a quand même lieu d'être parce que je pense qu'on a une bonne équipe de bergers, d'amodiataires qui jouent le jeu. On a quand même une attente du public aussi et un petit peu de toute la région. Et c'est quand même quelque chose sentimentalement. Émotionnellement, c'est quelque chose de fort. On vous voit préparer tout ce bétail avec attention. On voit ces jolies images de l'année précédente. Bon, pour le coup, il pleuvait. C'est pas ce qui est prévu pour cet été. Mais pourquoi c'est aussi émotionnel finalement cette tradition-là? On a déjà tous les gens qui regrettent parce que. Pour les habitants à la montagne, des villages de montagne et tout, c'est quand même une période de joie. L'été, il y a les cloches, il y a les vaches, il y a l'animation du haut berger. Et tout à coup, tout le monde descend et c'est le grand vide. Ouais, le grand vide, c'est-à-dire qu'il y a un trou finalement aujourd'hui dans les montagnes. Et comment ça se compose justement avec ce trou? On entendait tout à l'heure Alexandre poser la question. On a finalement parfois l'impression que ces éleveurs, ces bergers vivent hors société pendant un temps. Après ce vide qui se crée, est-ce qu'aujourd'hui on arrive à faire des ponts entre justement les éleveurs et peut-être les citadins d'en bas? Est-ce que vous trouvez que ce lien, il existe un peu plus aujourd'hui ou pas? Oui, il existe. Et les bergers, comme disait Jurg, ils ne sont jamais tout seuls parce qu'eux se retrouvent aussi. Une vie sociale entre les bergers, les familles. Il y a quand même pas mal de fêtes organisées dans les chalets pendant l'été. C'est tout un folklore aussi. Ouais, un folklore aussi qui fait jouer ces acteurs locaux. On a entendu tout à l'heure, notamment avec la présence du bébé Seignon, notamment, qui participe à la fête. Pour cette édition, 31e édition, l'année passée, c'était un anniversaire, quelque chose de spécial. Du coup, pour cette fois-ci, quels seront les temps forts de cette journée du 30 septembre? Je vous corrige un petit peu, c'est la 36e. 36e, je perds des années avec le Covid, on ne compte plus. Oui. 36e, pardonnez-moi. 36e. Et oui, l'année passée, on avait fait quelque chose de grandiose. Malheureusement, la météo ne nous a pas aidés et c'était un petit peu une catastrophe. Mais cette année, on va rattraper le coup. Le soleil est avec nous et c'est bon. Le top départ, c'est prévu pour quelle heure? Et où est-ce qu'on se rend, justement? Disons, on démarre à 8h, le premier troupeau à 8h30, 8h45, et le dernier troupeau est prévu à 12h30. Puis ensuite, tout le monde aura le temps de manger un petit morceau, et puis dès 14h30, on aura la chance d'accueillir de nouveau Suisse Chérie, qui est un orchestre, enfin un groupe, disons, folklorique, entre guillemets, qui chante toutes des petites chansons que nous, on a appris à l'école et c'est très chouette. Revivre ces traditions en musique aussi. Michel Badan, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très excellente journée à vous. Et puis on se retrouve du coup sur place le 30 septembre pour cette fête de la des Alpes. À bientôt. Très volontiers, merci beaucoup. À bientôt. Et on ouvre à présent notre page de sport en votre compagnie. Jérôme Darbre, je vous en prie, venez me rejoindre sur le plateau. Vous êtes le président du BBC Nyon. On va reparler de cette reprise du championnat pour le BBC. C'est ce dimanche à Bâle notamment. Et tout ça après un coup de chaud administratif cet été qui a failli coûter la place
en LNA de la première équipe nyonnaise. On y revient justement, votre compagnie, pas mal de remous. Je le disais, vous avez dû chercher des financements, mais finalement, ça y est, vous êtes resté en LNA. Ouf, on souffle, la saison débute dimanche. Comment vous vous sentez au milieu de tout ça ? Soulagé et impatient. Soulagé parce qu'on a réussi à vaincre les difficultés administratives et financières qui nous ont troublés la saison dernière. On continue à lutter pour maintenir le club à flot, mais soulagé et puis surtout impatient parce que pour le comité et pour moi-même, la période, même sans problème, la période estivale, c'est un peu la période de préparation, on est sur tous les fronts. Et donc on est impatient que la saison redémarre. Elle a déjà redémarré pour le mouvement jeunesse, et puis là elle redémarre dimanche pour la première équipe, donc très impatient de ce début de saison. Ouais, sans vouloir forcément insister là où ça fait mal, mais forcément tous ces changements, ces remous, ça a un impact aujourd'hui en termes organisationnels. Comment vous allez faire justement pour pas que cette situation se reproduise ? Parce que j'imagine que vous y avez réfléchi. On y a beaucoup réfléchi, on y est aussi un peu contraint parce que on a dû donner des garanties à Swiss Basketball, on a dû donner des garanties aussi à la ville de Nyon qui nous a soutenus. Et donc on a fait un budget, en tout cas en ce qui concerne la première équipe, encore plus conservateur que les autres années. Mais on a prouvé par le passé que malgré qu'on ait un petit budget, on est arrivé à aller loin. Donc on va continuer sur cette lancée. Un budget conservateur, ça veut dire quoi, Jérôme Darbre ? Ça veut dire qu'on va réduire les coûts et pas dépenser plus que ce qu'on a et faire très attention à chaque dépense. On parle de chaque dépense, c'est tout, c'est les salaires des joueurs, c'est les logements des joueurs, c'est les transports pour les joueurs pour se rendre au match, c'est aussi tous les coûts annexes, donc les physios et tout ça, on va faire très attention, on va essayer de maîtriser le plus possible nos coûts. Et on a de grandes chances d'y arriver parce qu'on a un très bon trésorier et un très bon comptable qui vont nous aider à rester droit et puis surtout à avoir le contrôle surtout, la maîtrise surtout. Ouais. On va parler un petit peu plus de la composition de l'équipe parce que peut-être ou non ça a aussi eu des incidences là-dessus, vous allez nous le dire. Alors on retrouve le coach Stéphane Ivanovic, le meneur Jérémy Jonin et même Malé Ndoye qui a résigné pour une saison, donc là il ne sera pas là pour le coup. Du coup, qu'est-ce qui va changer dans l'équipe ? Alors, en plus de Malé et de Jérémy, on a toujours la chance de pouvoir compter sur Joël Wolfisberg, qui est là depuis longtemps. On a aussi Axel Ugurtas, qui fait sa deuxième saison en tant que pro dans la première équipe. Donc, on a cette base de 4 joueurs qui est depuis la saison passée et qui reste. On a aussi Stéphane, comme vous l'avez dit. On a Julie, aussi l'assistante coach. Donc, on a une bonne base solide. Puis après, alors comme chaque année, j'ai envie de dire presque, malheureusement, on doit renouveler nos étrangers. Donc on a engagé 3 nouveaux joueurs américains. Et puis on a 2-3 joueurs suisses qui vont avoir leur chance en Ligue nationale A, en SB League. C'est des joueurs essentiellement qui viennent de divisions inférieures, mais qui ont un très bon potentiel et qui vont venir compléter l'équipe, je pense, très très bien. Quand vous dites malheureusement on doit renouveler ses étrangers, qu'est-ce que ça veut dire que malheureusement on doit se séparer de gens avec qui finalement il y a eu de l'affect, une relation qui s'est établie, ou malheureusement on doit renouveler ses étrangers et du coup ça coûte financièrement, très franchement? Non, alors c'est plutôt le lien affectif et puis il faut bien savoir une chose, c'est que le championnat suisse généralement il est soit pour les étrangers un tremplin, soit une fin de carrière. Et puis, les étrangers qu'on avait l'année passée, comme Devante Brooks ou Colin Dougherty, ces gens-là, ils aspirent à aller dans un autre championnat ou aussi, parce qu'on n'est pas le club qui payons le plus nos joueurs, ça c'est pas un secret, vu notre budget, ils aspirent aussi à une meilleure paye. Donc malheureusement, ou heureusement pour eux aussi, parce que moi je suis content de voir Devante Brooks jouer dans un championnat européen, je suis content aussi de voir Colin Dougherty avoir d'autres opportunités, mais malheureusement plus pour le côté affectif et sportif, parce que c'était 2 joueurs géniaux. Mais bon, si on regarde la plupart des équipes du championnat suisse, les étrangers, ils changent d'une saison à l'autre, donc on n'est pas un cas isolé à ce niveau-là. Ouais, mais avec ce budget conservateur, est-ce qu'on peut encore se payer, est-ce que vous pouvez encore vous payer ces joueurs-là géniaux, très franchement ? Oui, parce que par rapport à la saison passée, Stéphane, il a parmi tous ses talents, il a le talent de dénicher des joueurs aussi qui sont justement en recherche d'un tremplin et puis qui coûtent pas trop cher et qui ont envie et qui ont surtout du mordant, qui ont une combativité et qui vont tout prouver pour pouvoir gravir les échelons les années suivantes. Ouais, les ambitions justement que vous avez fixées avec Stéphane Ivanovic pour cette saison, ça sera lesquelles ? Alors Stéphane, il n'aime pas trop parler d'objectifs, mais on est obligé d'en avoir. Moi, l'objectif principal, c'est les playoffs.
C'est de faire... moi, on finit 6e comme l'année passée. Je suis le président le plus heureux du monde parce que ça fait 2 saisons qu'on termine à la 6e place avec un des plus petits budgets de la Ligue. Et donc 6e ou même... 6e ou les playoffs, voilà, c'est parfait. 6e, c'est une belle victoire. Les playoffs, c'est un objectif atteint. 6e sur combien, rappelez-nous? Sur 10 cette saison. Vous n'êtes pas très exigeant comme président? Si, mais je suis conscient de nos moyens. Je sais qu'on a les capacités de faire très bien. On l'a prouvé les autres saisons. Si on arrive encore à passer un cap supplémentaire au niveau de la Coupe de Suisse ou de la Coupe de la Ligue, c'est-à-dire de faire une demi-finale ou de refaire une finale, ce sera une saison plus que réussite. Et voilà, non, je suis pas très exigeant. Si, je suis exigeant, mais je suis aussi conscient de la force de l'équipe. Et puis, il y a des paramètres contre lesquels on ne peut pas régater, notamment le budget. On ne peut pas régater contre Fribourg ou contre Genève ou même contre Massagno. Et ces équipes-là qui s'entraînent tous les jours avec des joueurs tous pros, forcément, ils ont un avantage face à nous sur le terrain. Mais j'aimerais bien 2-3 surprises. D'accord, on se les garde, ces surprises. En tout cas, on vous les souhaite et qu'elles soient bonnes. J'aimerais terminer avec une dernière question, Jérôme Darbre, parce qu'on parle beaucoup de la construction d'un futur centre sportif à Collovray, qui est très attendu dans le milieu sportif. Et on entend beaucoup dire dans les coulisses que les autres clubs sont un peu jaloux du basket, parce que finalement, c'est vous qui allez pouvoir exploiter ce terrain-là. C'est à vous qu'on va donner peut-être le plus de temps d'utilisation. Est-ce que très franchement, vous ressentez peut-être, vous entendez aussi ça, vous ressentez peut-être cette compétition, cette jalousie des autres clubs? Alors franchement, c'est la première fois que j'en entends parler. Les répartitions de ce nouveau centre, d'ailleurs, il faut déjà qu'ils soient acceptés au niveau du budget, mais les répartitions, elles n'ont pas encore été faites. Mais c'est clair que nous, on en a grandement besoin. On en a grandement besoin. Le Nyon Basket féminin, notre club sœur, si je peux dire, on a grandement besoin. Nous, on refuse chaque année plus de 100 enfants. On n'a plus assez de place. Et on a surtout besoin, si on veut vraiment gravir des échelons, de pouvoir avoir des entraînements en dehors, pendant les heures scolaires, pour nos pros, pour pouvoir s'entraîner beaucoup plus et devenir une équipe très compétitive. Jérôme Darbre, président du BBC Nyon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous, à très bientôt. Et pour terminer, ce sera en musique, s'il vous plaît, Carlos Bertor. Je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Vous avez reçu la bourse de la Fondation Lennartz. Félicitations déjà. Vous êtes bassoniste historique. Vous êtes venu avec votre instrument qui est très particulier. Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est? C'est un espécime, c'est un instrument qui n'est pas si vieux que ça. Celui-là, il y a 2 ans, mais c'est une copie d'un instrument du XVIIIe siècle. Donc, aujourd'hui, on fait des instruments comme ça et on essaye de copier. Il y a des facteurs qui sont spécialisés et donc ils essayent de copier au plus proche possible en adaptant jusqu'à aujourd'hui les techniques de facture d'instruments qu'ils avaient à l'époque de la musique qu'on aime. Donc, pour entendre Bach, on a trouvé que ça serait plus intéressant d'entendre ça dans les instruments plus proches à ce qu'il y avait. Ce qui est assez exceptionnel avec vous, c'est que vous avez cet instrument qui est historique, qui est particulier, mais vous n'êtes pas seulement musicien, vous le créez. On va le voir d'ailleurs à l'image, il y a des pièces que vous avez travaillées. Pourquoi avoir cette volonté justement de mettre la main à la pâte et de créer justement cet instrument? Bien, moi je ne crée pas des bassons, mais j'essaie de le mettre en valeur parce que ça, c'est qu'un instrument. Mais quand on le voit, on voit des traces des humains qui ont travaillé et ont investi beaucoup de son temps pour créer des choses, des moments de magie. Et c'est ça qu'on veut. Quand on va regarder en concert, on profite d'avoir du temps et se faire plaisir et d'aller dans un voyage. Donc, je trouve que ces instruments, c'est très bien si on a plus de contact avec l'histoire qui va avec. Alors, on va comprendre justement cette histoire en images. J'aimerais qu'on voie justement ces images à l'écran. Sur quels aspects est-ce que vous avez travaillé sur cet instrument? Justement, là, les pièces qu'on voit que vous êtes en train de travailler, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez adapté? Il y a l'écran qui est ici, Carlos, voilà. aussi. Et la chose, là, je présente un peu les instruments. Et là, dans la bibliothèque du conservatoire, que c'est un endroit de recherche magnifique. J'en profite pour comparer toujours, parce que quand on travaille sur la pratique des instruments historiques,
ou la musique historiquement informée, on essaye non seulement d'avoir un instrument qui soit proche, mais aussi le matériel, les partitions qui sont plus proches aux sources. Donc ça nous donne le besoin d'être plus malin, parce qu'on n'a pas une partition qui est faite par quelqu'un de nos temps. On essaye de regarder la partition d'époque avec le regard de ces gens. Donc c'est-à-dire que vous regardez la partition d'époque et que vous adaptez un petit peu aussi peut-être aujourd'hui avec ce qui se fait au niveau musique? Exactement, parce qu'on essaye, il y a toujours des choses que le compositeur faisait, mais il savait que les gens comprenaient. Donc il y a des choses qu'aujourd'hui on écrit pour la musique classique qui ne sont pas exactement nécessaires. À l'époque, il faisait vite, il savait que tout le monde comprenait. Et aujourd'hui, on a besoin d'avoir un regard beaucoup plus critique, parce que nous, on a une chose qu'ils n'avaient pas du tout. Ils jouaient la musique de leur temps, mais nous, on peut traverser les temps et visiter la musique de 1500, 1700, 1800. Il n'y a pas de limite jusqu'à aujourd'hui. Ouais, vous comprenez, Carlos est aussi professeur à Aïda Léman, c'est toutes des choses qu'il instruit notamment aux élèves, une école basée à Gland qu'on connaît bien. Avant de vous laisser jouer peut-être un morceau, si vous le voulez bien, j'aimerais parler un petit peu de cette école, parce qu'on a su en début de rentrée qu'elle était dans une période assez compliquée. Il y avait notamment un crowdfunding qui avait été lancé pour justement la sauver. Est-ce que tout va bien maintenant? Ouais, là, l'école est sauvée. Pour l'instant, tout va bien, mais c'est sûr que c'est une école, je trouve l'initiative absolument impressionnante d'avoir un mix des arts différents, cette transdisciplinarité que c'est très unique à cette école. Et aussi, il y a une particularité pour nous de la musique. La plupart des professeurs sont aussi des spécialistes, soit dans la musique, dans des instruments soi-disant modernes, que les instruments historiques. Donc, c'est assez unique, une école où tu peux avoir des enfants qui commencent à jouer de la viole de gambe à 4 ans. Ouais, une école unique, ça c'est vrai, Carlos, mais pour reprendre ma question, c'est vrai qu'il était question de la survie de cette école. Est-ce qu'aujourd'hui, elle est encore en danger? C'est pas, la situation est encore un peu délicate, mais le danger de fermeture, ça c'est absolument repoussé. Il n'y a pas de problème dans cette... De ce côté-là, les choses ont été assurées avec ce crowdfunding. Exactement. Très bien. Donc on a des élèves qui recommencent des cours, et ça passe tout bien. Super, on va profiter d'un petit extrait musical en votre compagnie, si vous le voulez bien. Je vous laisse, le plateau est à vous, la scène est à vous. Merci. En musique, qu'est-ce que vous allez nous jouer? Là, je joue en espèce de... C'est comme ce que je vous avais dit pour la démarche avec l'instrument. C'est des musiques du passé. Et cette musique-là, elle a été laissée par un bassoniste assez particulier qui jouait à l'Opéra de Paris au 18e. Donc il a laissé un recueil de sonates assez extraordinaire et qui met le basson comme une voix soliste complètement dehors de ce qui était son rôle dans l'orchestre en cachette. Là, c'est lumière au basson. Lumière au basson, je vous en prie.
Merci beaucoup pour ce joli moment de douceur en musique avec quelques petites sonorités presque de jazz, j'ai l'impression. Oui, ça s'improvise. Et je profite pour inviter le public de Gland et de toute la région de venir à Aïda-les-Mains pour découvrir aussi le basson moderne, ça ne sera pas celui-là, et la dulciane, le basson qui est de l'époque de la Renaissance, en concert avec le super orgue qu'on a à la Aïda-les-Mains. Cet orgue précieux qui nous a laissé pour Karl Richter, c'est une saison formidable. Un instrument précieux. Merci beaucoup en tout cas, Carlos. Et vous l'avez vu, la maison rigole parce qu'il y a une mouche qui traîne en plateau. Je ne sais pas si c'est parce qu'on a parlé des Alpes, mais voilà, c'était pour apporter ce petit côté traditionnel. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir, Carlos. Merci beaucoup. Belle journée à vous. À la maison, un plaisir également d'avoir été en votre compagnie. On vous souhaite un très bon week-end et on vous retrouve à partir de lundi. D'ailleurs, nouveauté, lundi, c'est moi qui serai en extérieur et puis Alexandre qui sera en plateau. On inverse les rôles, on verra ce que ça va donner. Allez, très belle suite de programme, à lundi.